Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening. Aujourd'hui je vais vous présenter le résumé de Lost Canvas pour le tome numéro 3, donc le tome qui va mettre en scène Albafika des Poissons, donc le premier personnage de Lost Canvas qui devrait sortir sur nos serveurs. Et je vais aussi vous résumer l'histoire du Lost Canvas Chronicle numéro 1 qui concerne en particulier Albafika pour vous proposer un peu plus de contenu. On retrouve donc Tenma prisonnier de son geôlier et Yato et Yuzuriha qui avaient décidé d'en découdre avec lui pour le libérer. Yato et le spectre se rendent coup pour coup et aucun ne semble vraiment prendre le dessus. Tenma, sentant ses amis en difficulté, arrive à enflammer son cosmos pour rompre ses loins et lancer la comète de Pégase qui viendra à bout du spectre. C'est le moment des retrouvailles. Yato, Tenma et Yuzuriha commencent à se remettre de leur combat. Tenma est surpris, il croit d'abord que Yato est mort lui aussi, et Yato lui explique que Tenma comme lui ne sont pas morts, et il lui explique également que ceci est dû au bracelet qu'il a à son poignet, qui a été fabriqué par la déesse Athéna réincarnée dans Sacha, et que grâce à cette protection, l'âme de Tenma n'a pas pu être totalement détachée de son corps, et c'est pour cette raison qu'il est encore en vie. Il lui révèle également que ce bracelet risque de se faner s'il reste trop longtemps aux enfers, et donc il mourrait pour de bon. Yato et Tenma sont donc pressés de retourner dans le monde réel, mais Yuzuriha les interrompt et leur révèle qu'ils ont une mission encore plus importante à accomplir et que pour la réaliser, il leur faudra pénétrer plus en avant dans le monde des enfers et que cette quête est de la plus haute importance et que l'issue de la guerre pourrait même dépendre de la réussite de leur mission. On finit donc sur ce cliffhanger pour ces trois personnages et on va rejoindre Pandore et Alone qui sont en plein entretien. Pandore révèle à Alone qu'elle a reçu un rapport de ses spectres. Apparemment, le spectre de la Mandragore qui était en charge de surveiller le puits des âmes aurait été terrassé. Et ce qui l'interroge le plus, c'est que ce spectre avait fait un rapport juste avant et il indiquait avoir capturé le chevalier Tenma, ce qui n'est pas sans étonner Alone lui-même. Il pense tout de suite que Sacha est derrière tout ça, que d'une manière ou d'une autre, elle a pu protéger Tenma de la mort. Il demande également à Pandore ce qui est advenu des soldats qui ont été envoyés au sanctuaire, et Pandore lui dit que un groupe d'élite avec Minos à leur tête a été envoyé et qui ne devrait faire qu'une bouchée de ses adversaires, qui n'a pas à s'inquiéter. On assiste donc à Minos qui s'approche du sanctuaire, des chevaliers de bronze et des chevaliers d'argent essayent de lui barrer la route, mais ils sont facilement défaits par Minos et sa marionnette cosmique. Lui et sa bande se retrouvent devant un immense pavé de fleurs qui couvre le chemin jusqu'à l'horizon, des fleurs rouges. Deux de ces chevaliers prennent ça pour une plaisanterie et décident de continuer leur route, et à peine ont-ils pénétré dans le parterre de fleurs qu'ils s'effondrent. Parmi la troupe de Minos se révèle alors Niobe qui explique à Minos que ces fleurs rouges sont en fait les roses démoniaques et que le simple fait de les respirer est mortel. Au loin, ils aperçoivent alors la silhouette d'Albafika qui les attend tranquillement assis sur une colonne. Il se présente comme le chevalier des poissons et les prévient qu'ils ne sont pas les bienvenus ici et qu'il ferait bien de partir s'ils ne veulent pas subir le même sort que leurs camarades. Trois autres soldats de Minos prennent ça pour une provocation et se lancent à l'attaque d'Albafika. En un instant, Albafika réplique avec une salve de roses démoniaques, de roses rouges, et les trois spectres qui se lançaient à l'attaque contre lui succombent instantanément. Niobe dit à Minos qu'il vaut mieux être prudent, que Albafika est à l'image de ces roses. Il est certes magnifique, mais il est avant tout empoisonné. On a droit à une petite ellipse. Pendant ce temps-là, au sanctuaire,
Chion et Doko discutent. Ils pensent à Albafica qui est partir au loin pour assurer la défense du sanctuaire, poser quelques protections et accorder un petit peu de répit aux autres chevaliers du sanctuaire. Ils discutent également de la route des 12 maisons. Ils expliquent que la maison des poissons est la dernière sur la route et qu'elle est reliée directement à la salle du Grand Pop, et c'est pour ça que cette route est tapissée de roses empoisonnées. Ces roses sont censées assurer la protection du Grand Pop et nul n'est censé pouvoir parcourir cette route sans succomber aux fleurs empoisonnées. Ce qui est un petit peu étrange puisqu'on peut imaginer que le Grand Pop a des serviteurs qui peut-être doivent faire des allers-retours pour apporter des vifs par exemple, ou tout simplement des chevaliers en mission ont besoin de faire des allers-retours, et ça voudrait dire que soit il existe un passage secret qui permet de contourner les roses, ou soit potentiellement, peut-être le chevalier des poissons a possibilité, grâce à sa cosmo-énergie, de générer toutes ces fleurs et de les enlever au besoin, donc peut-être qu'il peut laisser passer les personnes qu'il estime dignes de confiance. Bon, en tout cas, on ne sait pas, mais c'est une question assez intéressante à se poser. Ils continuent de parler, ils expliquent que vu que ces roses sont empoisonnées, pour cette raison, le chevalier des poissons se doit d'être aussi résistant que possible au poison des roses, et on apprend que Albafica, même pour un chevalier des poissons, est particulièrement résistant à ce poison, et qu'apparemment il tient ça de son sang qui serait d'un des poisons les plus puissants. On retourne donc vers Albafica qui est en train de combattre les spectres. Niobé tente sa chance et saute sur le parterre de fleurs. Il explique à Albafica qu'il n'est pas affecté par le parfum des roses. Il essaye de frapper Albafica de son poing, mais Albafica se défend facilement en utilisant une de ses roses noires. Il lance alors une salve que Niobé a bien du mal à éviter. On voit les roses noires qui font facilement des trous énormes dans les colonnes qui parsèment le parterre de fleurs. Niobé riposte alors avec sa propre attaque, la Difflagrance, et on voit donc des effluves qui commencent à s'échapper de lui, partir dans toutes les directions, et toutes les fleurs qui sont frappées par ces effluves commencent à faner, ce que remarque Albafica. Il parle à voix haute et se dit que, avec le vent, ces effluves risquent de se propager jusqu'au sanctuaire, voire jusqu'au village en contrebas, et tuer des innocents. On le voit alors utiliser une technique, une forme de télékinésie. On voit qu'il devient un peu comme un vortex qui va attirer le poison afin de éviter qu'il ne puisse se propager. Albafica a l'air complètement immobile après avoir aspiré tout le poison, et Niobé, surpris, se dit que probablement il a sacrifié sa vie pour sauver le village. Il frappe alors Albafica au visage, et il remarque qu'une brume rouge s'échappe d'Albafica et les entoure. Cette brume rouge a l'air de s'échapper de ses plaies, et à ce moment-là, Albafica reprend ses esprits comme si de rien n'était, et il explique à Niobé que son poison n'a aucun effet sur lui. En effet, il vit au milieu des roses empoisonnées depuis tellement d'années qu'aucun poison n'a d'effet sur lui. Il utilise alors son attaque emblématique, les épines pourpres. On voit toute la brume empoisonnée qui se transforme en petites épines qui sont alors projetées par télékinésie sur son adversaire. Niobé est mort sur le coup, et il a à peine le temps d'entendre les explications d'Albafica qui lui dit que la raison pour laquelle il est immunisé au poison de ses roses, c'est parce que ses propres effluves empêchent le parfum des roses de parvenir jusqu'à lui, mais il n'a rien de concret pour se protéger et empêcher que son sang ne vienne en contact contre sa peau, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu résister aux épines pourpres. Minos reconnaît la valeur de son adversaire et a l'air très excité à l'idée de combattre un chevalier d'or aussi valeureux. Il s'élance alors d'un saut vers Albafica et déclenche l'envol du griffon, qui est une forme d'immense tornade pleine d'énergie, et il balaye sans difficulté toutes les fleurs qui se trouvent autour de lui. Il arrive instantanément en face d'Albafica, qui est assez surpris. Minos lui explique que de toute façon il n'avait pas besoin de Niobé pour aller jusqu'au sanctuaire, que les fleurs n'ont jamais représenté la moindre menace. Albafica essaye de riposter en utilisant ses roses piranha, les roses noires capables de tout transpercer.
Mais il est bloqué dans son attaque, son corps ne lui obéit plus. Minos a en effet utilisé sur lui sa technique de la manipulation cosmique, qui lui permet de contrôler le corps de ses ennemis. Les specs de Minos le félicitent, et Minos leur dit qu'ils n'ont pas à perdre plus de temps ici, qu'il va s'occuper lui-même de finir Albafica et que ceux-ci n'ont qu'à continuer leur route. Il hésite un instant et se rappelle qu'un peu plus tôt Albafica a mentionné un village aux abords du sanctuaire, et il ordonne donc à ses soldats d'aller tuer les villageois. Il est un peu original, puisqu'on pourrait imaginer que la priorité ce serait d'aller au sanctuaire pour tuer Athéna, mais on peut comprendre que Minos est particulièrement cruel et sadique et qu'il prend goût à massacrer les innocents. Pendant que ses soldats s'en vont, Minos prend plaisir à torturer Albafica, il commence à faire en sorte qu'il se frappe lui-même au visage, ensuite il lui casse un bras, il lui casse une jambe. Albafica se retrouve en piteux état, il saigne abondamment, mais il ne veut pas abandonner et il explique à Minos qu'il ne le laissera jamais passer. Minos en rigole et lui explique que de toute façon Albafica ne peut plus rien faire, il est incapable de bouger et bientôt ses hommes seront arrivés au village là où ils pourront massacrer tous les innocents. Albafica sourit et lui explique qu'il est simplement naïf. On a le droit à une autre scène où pendant ce temps les spectres qui s'approchaient du village activent toutes sortes de pièges que Albafica avait proposés au préalable. Ils sont frappés par des roses blanches et tous les spectres qui restaient de la troupe de Minos ne parviendront pas jusqu'au village puisqu'ils ont été frappés par ces roses et ils succombent l'un après l'autre. Les deux chevaliers sentent donc que les cosmo-énergies des spectres restants ont disparu et Minos n'a pas l'air affecté d'avoir perdu ses hommes, il en rit même. Il est d'autant plus grisé par la valeur d'Albafica qui a l'air d'être un chevalier redoutable. Il accepte donc le défi d'Albafica de se lancer l'un contre l'autre dans un ultime assaut. Albafica utilise de nouveau sa brume de sang, on voit le sang qui s'échappe de ses plaies former tout un petit nuage autour d'eux. Il lance donc une dernière fois son attaque des épines pourpres. On voit sur cette image toute la brume qui se transforme en dard de sang pour se précipiter vers Minos. Et Minos arrive à contrer l'attaque en utilisant les ailes de son surplis qui font comme un bouclier, une protection. Et le sang d'Albafica ne parvient pas en contact avec lui. Albafica est surpris, mais malheureusement, il ne peut rien faire. La manipulation cosmique de Minos aura raison de lui et il s'effondre sur le sol dans une immense flaque de sang. Minos continue donc seul sa route vers le village et une fois arrivé, il commence son œuvre de destruction. Il détruit bâtiments, il s'attaque aux villageois jusqu'à tomber nez à nez avec une petite fille qui porte sur son torse une rose rouge. Interpellé, Minos lui demande si par hasard il ne connaîtrait pas le chevalier des poissons, ce à quoi la fille, surprise, lui demande si c'est lui qui a tué le chevalier des poissons. Minos acquiesce et dit que ce chevalier au final n'avait pas grande valeur, ce à quoi la jeune fille rétorque que ce sont eux les specs qui n'ont rien compris, etc. Donc Minos, lassé, décide donc de s'attaquer à la jeune fille pour s'en débarrasser. À ce moment-là apparaît Chion qui se dresse entre elle et Minos pour la protéger. Mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, il se rend compte que son corps non plus ne lui obéit plus, son bras gauche commence à se tordre dans des positions étranges, et Minos lui explique qu'il est lui aussi victime de sa manipulation cosmique, mais vu qu'il est maintenant assez pressé, il n'a pas le temps à perdre avec lui, il va simplement lui briser le cou. Avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, on a le droit à un retour d'Albafica qui, bien que mortellement blessé, a trouvé la force de se relever et il a coupé les fils qui permettaient à Minos de contrôler le corps de Chion en utilisant ses roses noires. Il s'excuse auprès de son ami disant qu'il est en retard mais qu'il peut encore se battre. Il demande alors à Chion de faire en sorte que personne ne vienne les déranger. En effet, il ne veut pas que quiconque soit exposé à son sang et court le moindre risque de finir empoisonné. Minos le toise et se moque un peu, lui dit que de toute façon il aurait mieux fait de rester là où il était, il n'a clairement pas la puissance nécessaire pour se mesurer à lui, mais qu'il est dans un bon jour et puisqu'il est particulièrement
magnifique, il accepte de le laisser partir s'il le désire. Albafica se sent insulté par la proposition de Minos, il lui explique qu'il a toujours vécu reclus, que la beauté et la laideur n'ont aucune importance pour lui, qu'il ne vit que pour se battre pour la justice pour Athéna, et face à sa résolution, Minos, encore grisé par cet adversaire, décide de se lancer dans un énième assaut l'un contre l'autre. Albafica lance une nouvelle fois ses épines pourpres, et Minos tente le même système de défense que précédemment, il s'enveloppe dans ses ailes, et apparemment le sang d'Albafica n'a pas pu entrer en contact avec lui. Il ouvre de nouveau ses ailes pour constater qu'au milieu de sa poitrine est fixée une rose rouge. Au début, il pense qu'il ne s'agit que d'une simple rose empoisonnée, mais Chion lui explique qu'il ne s'agit pas d'une simple rose rouge, il s'agit en fait d'une rose blanche que Albafica au préalable a imbibée de son sang. Ainsi, le sang d'Albafica pénètre directement dans le corps de Minos qui sent sa vie défiler devant ses yeux. Fou de rage, il décide de concentrer son cosmos et l'énergie qui lui reste dans une ultime attaque pour essayer d'emporter un maximum d'innocents avec lui, ou peut-être même les Chevaliers d'Or. À ce moment-là, Chion, réalisant que Minos a encore beaucoup de puissance, utilise son mur de cristal pour former une barrière tout autour de Minos, et ainsi son attaque ne fait aucun dégât. C'est donc plein d'amertume que Minos s'effondre, s'apercevant qu'il n'aura pu emporter personne avec lui. Albafiga, à bout de force, commence à divaguer et il s'effondre au milieu de ce village qu'il a protégé, alors que des pétales de rose s'élèvent vers le ciel. On va maintenant passer sur la partie Lost Canvas, qui concerne du coup Albafiga, avant de continuer l'histoire du tome principal qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc quelques années ou quelques mois plus tôt, on ne sait pas vraiment puisqu'il n'y a pas vraiment de chronologie à indiquer, on est aux abords du sanctuaire, dans une petite forêt, et on voit des spectres qui courent après un enfant pour s'en prendre à lui. À ce moment-là, sort des sous-bois Albafica qui, d'un simple geste, arrive à terrasser les spectres présents à l'aide de ses roses empoisonnées. Il découvre que le jeune garçon s'appelle Pefko et qu'il venait justement au sanctuaire pour demander de l'aide. Il est reconnaissant envers Albafica de lui avoir prêté de son aide, mais au moment où il essaye de lui serrer la main, Albafica le repousse et lui explique qu'il ferait mieux de ne pas le toucher, et qu'il devrait se dépêcher d'aller au sanctuaire puisqu'il ne peut pas rester ici, puisque d'autres spectres risquent d'arriver. Albafica est de retour de mission. Avant d'aller jusqu'à la salle de Grand Pop, il passe donc par la route des 12 maisons. Chion remarque que Albafica a été blessé probablement au cours de son expédition puisqu'il saigne, et tandis qu'il lui attrape le bras, Albafica le repousse, lui disant qu'il ferait mieux de ne pas le toucher, qu'il lui a déjà dit de nombreuses fois, mais Chion lui dit que non, il n'a pas à s'en faire, que de toute façon il ne craint pas s'empoisonner. On n'en sait pas plus sur la raison pour laquelle Chion est capable a priori de ne pas être affecté par le poison, mais ça aura son importance plus tard. Albafica arrive donc dans la salle du Grand Pop, dans laquelle il fait son rapport, tout s'est bien passé. L'expédition punitive contre les spectres du Nord s'est bien passée, et donc le Grand Pop lui donne sa prochaine mission. Il lui parle de l'envoyer sur l'île des Docteurs. Il s'agit d'une île qui se trouve proche du sanctuaire. Dessus, il pousse toutes sortes de plantes médicinales et on y trouve de nombreux médecins qui soignent les populations de blessés et de malades. Sur cette île se trouve également un homme particulièrement bon, il s'agit de Luco. On prétend que là-bas, il cultive toutes sortes de plantes qui soignent énormément de malades. Il est un peu vénéré, c'est quelqu'un de béni des dieux apparemment. Il serait capable de soigner toutes les maladies. Mais depuis un certain temps, sur l'île semble briller une étoile maléfique, et donc le grand Pop lui demande d'aller investiguer sur place pour voir si les habitants n'auraient pas besoin d'aide et qu'est-ce qui pourrait bien se tramer. En redescendant de la maison du Grand Pop, Albafica traverse de nouveau la route des fleurs. Donc il explique que c'est une route un peu particulière puisque sur cette route ne pousse aucune autre plante que les roses empoisonnées
et aucun animal ne vit à cause de leur poison. Mais c'était aussi là qu'il a sa demeure, puisqu'il se doit de vivre reclus et éloigné le plus possible d'autres personnes pour éviter de les empoisonner avec son sang. C'est là également apparemment où sont enterrés les chevaliers des poissons, puisque face à cette demeure qui est la sienne, on retrouve la tombe de son maître, Lugonis, ancien chevalier des poissons. Donc avant de partir pour sa prochaine mission, Albafika choisit de s'y recueillir un moment. Il se dirige donc vers le port où il découvre que son guide n'est autre que Pevko, le petit garçon qu'il avait sauvé quelque temps plus tôt. Ils prennent donc le bateau et se dirigent vers l'île des Docteurs. Albafika demande à Pevko pourquoi il s'est enfui de l'île, et Pevko lui révèle que depuis un certain temps, des choses étranges se passent sur l'île, notamment les variétés de plantes qui poussent ont changé, donc certaines variétés qui poussaient ne poussent plus, d'autres fleurs qu'il n'a jamais vues se mettent à pousser, d'autres plantes médicinales se mettent à faner, et certains soirs, il a aperçu des spectres en maraude sur l'île, et tandis qu'il a essayé d'avertir les habitants ont choisi de l'ignorer complètement, comme s'il n'existait pas, ce qui était un peu bizarre. C'est donc face à tout ça, ces événements un peu étranges, qu'il a choisi de s'éloigner de l'île. Il raconte que son maître également a changé, il le connaît depuis qu'il est tout petit, mais depuis un certain temps, il semble relativement distant. Albafika et Pevko arrivent donc sur l'île, ils pénètrent dans une petite clairière où ils se trouvent face au maître de Pevko, il s'agit de Luko, donc le fameux médecin béni des dieux. Autour de lui se trouve toute une foule de malades, et quand Albafika le voit, il reste bouche bée, puisque cet homme lui rappelle étrangement son maître. Luko décide de l'ignorer pour l'instant, puisqu'il y a énormément de travail. Il commence à fabriquer quelques décoctions à l'aide des plantes qu'il a ramenées avec lui, et il soigne les malades qui l'acclament, lui sont reconnaissants. Il a l'air vraiment aimé de tous ces villageois qui sont venus sur l'île pour pouvoir bénéficier de ses soins. Après cette petite séance de guérison, Luko se dirige donc vers sa maison et il est suivi d'Albafika et Pevko qui ramènent en même temps les ingrédients de son maître. Luko demande à Albafika pourquoi il était bouche bée tout à l'heure, et Albafika lui explique que la ressemblance avec quelqu'un qu'il connaissait est troublante. C'était quelqu'un qu'il connaissait qui pouvait aussi soigner les gens, mais qui avait choisi de vivre en solitaire parce que personne ne pouvait le toucher. Il explique que lui-même a choisi cette voie, et sans en dire plus, Luko comprend que Albafika est victime de la malédiction du sang empoisonné. Mais il lui explique également qu'il sera capable de le guérir. Pour cela, il a simplement besoin de ces muguets blancs qu'il fait pousser tout autour de sa maison et qui sont la base de la plupart de ses médicaments. Il propose à Albafika de le soigner, mais celui-ci est réticent et explique qu'il a déjà choisi sa voie, mais alors que des pétales de muguet volent tout autour de lui, Albafika se sent affaibli. Et d'une certaine manière, Luko a l'air de lui forcer la main, il agite un brin de muguet face à un Albafika vacillant, qui commence alors à tituber. Il a une vision de son maître, il voit aussi Luko un peu en transparence par-dessus, et il tombe dans les pommes. Dans son rêve, on a le droit à un petit flashback de ses jeunes années. En ce temps-là, Albafika s'entraînait avec son maître. On a une scène où notamment il s'entraîne à manipuler les roses et atteindre sa cible en les lançant. Son maître lui explique que certes il a atteint toutes les cibles, mais que une rose s'est perdue et que pour ça il doit s'entraîner encore plus dur, puisque si jamais il venait à lancer par erreur une rose sur un de ses alliés, il pourrait gravement le blesser, voire le tuer. L'entraînement continue, et le maître lui explique que pour aller plus loin dans son apprentissage, il devra faire un choix. S'il veut aller plus loin, il devra suivre le lien du sang, le rituel des poissons, ce qui fera de lui probablement le prochain chevalier des poissons. Par contre, s'il refuse, il peut toujours choisir la voie de rester entre guillemets un homme et d'aller vivre normalement.
Il explique également que le lien du sang est particulièrement dangereux, ils vont devoir échanger une goutte de sang, et si jamais il n'est pas capable de résister au poison qui se trouve dans la goutte de sang de son maître, Lugonis, Albafika pourrait en mourir. Albafika n'hésite pas, il s'entaille le doigt et commence le rituel du sang avec son maître. Il lui explique qu'il ne supporterait pas de laisser son maître vivre seul éternellement, et c'est pour ça qu'il a choisi d'accepter le rituel, comme ça ils pourront vivre au moins tous les deux et partager cette solitude. On voit le visage du maître de Albafika un petit peu coupable, et on apprendra plus tard pourquoi. Donc les années se succèdent, Albafika poursuit son entraînement et régulièrement fait le lien du sang avec son maître. Jusqu'au jour où il remarque que son maître est particulièrement maigre, encore plus que d'habitude, et il pratique le rituel de sang une énième fois. Lugonis commence à divaguer et il tombe sur le sol avant de cracher du sang. Il explique à Albafika que la cérémonie du lien du sang n'a que pour but de renforcer la toxicité de leur sang et que, en tant que chevalier aspirant, son sang est devenu plus empoisonné que le propre sang du maître Lugonis et que donc Lugonis va mourir du poison qui se trouve maintenant dans les veines d'Albafika. Donc ce rituel fait en sorte que d'une génération à une autre, le chevalier des poissons a un sang de plus en plus empoisonné. Donc Albafika est triste, il se sent un petit peu trahi puisqu'il s'imaginait que son maître et lui allaient pouvoir au moins vivre tous les deux, mais il découvre avec amertume que malheureusement il va devoir vivre seul et qu'en plus son maître en quelque sorte a donné sa vie pour que lui-même puisse un jour devenir chevalier des poissons. Donc Lugonis tente de le reconforter autant qu'il le peut et il explique que c'est la voie des poissons, malheureusement il n'y peut rien, mais qu'il a bon espoir qu'il devienne un chevalier encore plus puissant que lui, puisqu'après tout son sang est encore plus poisonné. Il lui explique aussi ses regrets que il l'avait trouvé étant petit, étant bébé au milieu des roses, qu'il a tout de suite su à ce moment-là que c'était un cadeau des dieux. Il savait que si jamais il décidait d'élever Albafika, celui-ci aurait un jour à probablement prendre la voie du lien du sang et à vivre seul, mais que malheureusement dans son égoïsme, il n'a pas pu se résigner à laisser Bafika vivre une vie normale. En tout cas, il lui est très reconnaissant de la vie qu'il aura pu mener. C'est donc sur cette scène un peu émouvante, dramatique, que le maître de Albafika disparaît. Albafika se réveille en pleurs sur un lit dans la maison de Lugonis et apparemment il aurait peut-être dit quelque chose dans son cauchemar puisque Lugonis est surpris d'apprendre que même les chevaliers d'or peuvent faire des cauchemars. Albafika a l'air inquiet mais Lugonis lui explique qu'il n'a pas à s'inquiéter puisque le muguet blanc qu'il a utilisé a permis de dissiper le poison qui se trouve dans son sang et que donc il n'a pas à s'inquiéter de se trouver à l'intérieur de sa maison. Il explique à Albafika que Lugonis n'était autre que son frère et qu'il est devenu médecin pour essayer de le délivrer de la malédiction du sang empoisonné. Il n'a pas pu puisque son frère est mort avant, mais il lui explique qu'il serait en mesure de le faire pour lui et de le libérer définitivement de la malédiction du poison. Il sort et explique à Albafika qu'il a toute la nuit pour y réfléchir. À ce moment, Bevko vient frapper à la fenêtre et explique à Albafika qu'il doit absolument partir de l'île tout de suite. On a le droit à une petite ellipse où Chion discute avec le grand Pop de la mission actuelle d'Albafika sur l'île et on y apprend que apparemment il n'aurait pas été envoyé sur l'île par erreur. Le grand Pop révèle à Chion que plus tôt Lugonis était venu voir le grand Pop pour lui expliquer que son frère travaillait actuellement sur un remède pour le soigner. Donc il sait que Albafika a choisi de devenir chevalier des poissons, a choisi de suivre le lien du sang pour lui faire plaisir, pour qu'ils ne vivent pas seuls, mais qu'ils vivent ensemble tous les deux. Mais il craint que Albafika peut-être n'ait pas pris cette décision
uniquement en son bien, mais surtout pour faire plaisir à son maître. Et donc, si un jour son frère devait trouver un remède à la malédiction des poissons, il veut que Albafika puisse refaire ce choix, choisir entre vivre une vie d'homme ou vivre une vie de chevalier des poissons. Il veut qu'il ait de nouveau ce choix. Il demande donc au grand Pop un jour d'envoyer Albafika sur l'île des médecins pour rencontrer son frère qui aura peut-être à ce moment-là trouvé un antidote. On voit Albafika et Pefko qui courent en direction des champs de muguet pour y découvrir que les villageois qui ont été préalablement soignés il y a peu par Luco se trouvent un peu errants comme des zombies et au milieu des muguets. Sous le clair de lune, on voit tous les villageois qui ont été soignés précédemment se transformer en spectres de base, un peu la chair à canon. Et derrière eux, on voit la forêt qui s'agite, on voit les troncs d'arbres qui se déforment et qui commencent à attaquer Albafika. Ils fuient vers le champ de muguet et se révèle à eux le maître Luco qui a revêtu le surplis de la dryade. Pefko explique qu'il ne reconnaît plus son maître, qu'il a vraiment changé, et Luco nous en apprend un peu plus sur ses motivations. Il explique que les médicaments qui poussaient sur l'île avaient atteint leurs limites et qu'ils ne pouvaient plus progresser davantage. Il a alors trouvé la solution qui consiste à transformer les humains en habitants des enfers et ainsi ne pourraient plus souffrir de maladies. Il s'en prend de nouveau à Albafika, essaye de l'attaquer avec la végétation qui essaye de l'agresser, et Albafika se défend facilement en utilisant ses roses noires qui peuvent un peu tout découper. Il essaye de lancer ses roses noires contre Luco, qui parvient à les retourner contre lui, à en prendre le contrôle, et Albafika se retrouve donc enchaîné, enroulé au milieu de ronces qui ont poussé à partir de ses roses. Luco explique à Albafika qu'il a le pouvoir de contrôler n'importe quel végétaux, ce qui explique que son attaque se soit retournée contre lui. Et alors qu'il essaye d'achever Albafika qui est prisonnier, Pefko se tient entre deux et explique qu'il fera tout pour protéger Albafika. On voit Luco qui hésite un instant avant de continuer son attaque. Pefko voit sa vie défiler devant ses yeux avant de constater qu'il est encore en vie. En effet, Albafika s'est interposé entre eux et a subi l'attaque de plein fouet à sa place. Albafika est foudrage face à Luco et lui demande comment il peut faire ça à son propre disciple. Et Luco lui dit que c'est ça le lien qui doit unir un maître et son disciple, c'est celle d'un outil. Et dans la mesure où Pefko ne le sert plus, il n'a plus rien à faire de lui. Albafika est en colère, mais Luco le toise, il lui explique que le muguet qu'il a appliqué l'a privé des effets de son poison, et puisqu'il peut contrôler n'importe quel végétal, même ses roses noires ne lui seront d'aucun secours. Albafika essaie de raisonner Luco, il lui dit que le lien entre un maître et un disciple est bien plus important que celui d'un homme et d'un outil. Et Luco essaye de le briser psychologiquement et lui explique que même son frère ne lui servait de lui que comme d'un outil. La preuve, il a choisi de lui faire faire le lien du sang sans lui avoir dit au préalable qu'un jour il devait vivre seul et que donc il s'est servi de lui quelque part pour diminuer un peu sa solitude. Albafika est foudrage et explique que le lien qu'il unissait à son maître était beaucoup plus que ça. Luco constate que le muguet tout autour de lui commence à virer au rouge. En fait, une espèce de brume de sang, comme on l'a vu précédemment, s'échappe d'Albafika et va empoisonner tout le muguet qui se met alors à faner. Albafika explique que le lien à son maître, c'est également le sang qui coule dans ses veines. À ce moment-là, Luco a comme une hallucination puisqu'il voit comme l'âme de son frère derrière Albafika. Albafika, avec toute la fierté que représente son sang, lance son attaque ultime et son sang se transforme en épines grâce à la technique des épines pompes qui vont frapper de plein fouet Luco qui s'effondre victime du poison d'Albafika.
Juste avant de mourir, Albafika porte Luco et lui demande ce qu'il a bien pu faire pour que quelqu'un d'aussi bon que lui tourne le dos à ses patients et s'oriente vers la voie du mal. Donc Luco apprend que le but quand il était devenu médecin, c'était de soigner son frère, mais que malheureusement ça a été son plus grand échec et malgré tous ses efforts, il n'est pas parvenu à trouver de remède. Et c'est à ce moment-là où il était au plus bas qu'il a rencontré Pevko, un enfant qu'il a choisi d'élever comme son fils, et que par sa joie de vivre et ses encouragements, ça lui a permis de remonter la pente, d'aller de l'avant et de continuer à essayer de soigner un maximum de gens. Malheureusement, un jour, Pevko est tombé malade et aucun des médicaments que connaissait Luco n'a pu l'aider à soigner son fils adoptif. On voit au-dessus de la maison un peu comme une ombre avec une étoile à 5 branches, donc on peut penser que l'empoisonnement de Pevko était prémédité par les forces d'Hadès, hein, puisque ça rappelle le symbole du pendentif qui revient pour Sean Hades, pour Alone. Donc, face à ce constat qu'il ne pouvait sauver son fils par ses propres moyens, Luco a donc décidé en quelque sorte de proposer son âme en échange de la vie de son fils. Et face à ses prières, malheureusement, les forces du mal y ont répondu et les forces d'Hadès lui ont proposé un échange. En échange de la guérison de Pevko, il devrait planter des muguets blancs et s'en servir pour soigner tous ses patients. La voix lui explique que, en ce faisant, les corps de ses patients se transformeront en spectres d'Hadès sans âme. Il doit en quelque sorte vendre ses patients pour récupérer la vie de Pevko. C'est ce qu'il a donc accepté et c'est comme ça qu'il est devenu le spectre de la Dryade et membre des forces d'Hadès. Dans son ultime souffle, on voit le maître de Luco qui s'effondre face à ses blessures et se dissout en quelque sorte, se transforme en plein de petits pétales de muguet qui s'envolent aux quatre vents. Mais ce faisant, on constate que les personnes qui avaient été victimes de la transformation en spectre se transforment de nouveau en humains. Donc il a utilisé en quelque sorte ses dernières forces pour permettre de briser le maléfice qu'il avait utilisé. Donc Pevko est très triste face à cette nouvelle et avant de faire un dernier adieu à Albafika, il lui explique qu'il a décidé lui aussi de devenir médecin, qu'il chercherait un remède contre le sang empoisonné et qu'il espère devenir un jour le médecin le plus grand du monde. On voit Albafika qui lui tapote la tête, donc on espère qu'il n'y avait pas de sang sur les mains ou que Pevko est, est immunisé. Et donc les deux nouveaux amis se séparent ainsi comme ça. Et ainsi s'achève l'histoire d'Albafika et la partie Los Canvas Chronicle. On rejoint donc l'histoire principale où Chion porte le corps de Albafika. Donc j'imagine que c'est en ça que c'est important dans le Los Canvas de préciser qu'il est immunisé à son poison, sinon a priori là il est en train de s'en mettre partout. Mais on ne saura pas pourquoi il est immunisé à ce poison. La jeune fille qui aimait beaucoup Albafika est très triste d'assister à la mort de ce chevalier et Chion essaye de la réconforter en lui disant que Albafika a vécu selon ses principes, qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver les innocents et que c'est la voie des chevaliers. Il entend alors une voix qui lui explique que potentiellement ce sacrifice pourrait être inutile et surgit alors un jeune homme de Jamir par téléportation. Il lui explique qu'il est envoyé par le maître et qu'il doit absolument se rendre immédiatement au Grand Pop, sinon le sanctuaire pourrait courir à sa perte. Nouveau cliffhanger, puisqu'on se retrouve maintenant chez Alone et Pandore. Alone et Pandore fixent le ciel, donc la voûte céleste qui représente les chevaliers d'Athéna. Ils ont constaté que différentes portions du ciel s'assombrissaient et que donc les chevaliers commençaient à mourir. Ils constatent que le chevalier des poissons est mort. Pandore explique également que la cosmo-énergie de Minos et de ses troupes a disparu, et Alone lui dit qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter puisqu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter des pertes. Alone se dirige alors vers un couloir de la chapelle. Sur un des murs sont peints les chevaliers qui ont précédemment succombé à leurs blessures dans leur combat, et sans rien faire, en utilisant sa cosmo-énergie,
les peintures sur les murs prennent vie et ainsi les chevaliers qui étaient morts précédemment reviennent à la vie. On retourne au sanctuaire où le jeune homme a atteint la salle du grand pop. Il lui explique que les spectres a priori sont immortels puisque Hadès peut les ramener indéfiniment à la vie depuis le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune crainte de mourir au combat. Le grand pop lui explique qu'ils ont mis en place un système pour contrecarrer la puissance d'Hadès. En effet, Sacha, avec les pouvoirs d'Athéna, forme une sorte de dôme autour du sanctuaire et des alentours, ce qui empêche la cosmo-énergie d'Hadès de parvenir jusqu'au corps de ces spectres pour le ressusciter. Donc au moins, les spectres qui meurent aux abords du sanctuaire ne pourront pas être amenés à la vie. Malheureusement, ces techniques consomment énormément d'énergie et donc le temps leur est compté. Il leur faut absolument trouver Hadès et le détruire, sans quoi plus rien ne pourra empêcher les spectres de revenir indéfiniment à la vie et le sanctuaire se trouverait donc en très mauvaise posture. Le jeune homme apprend alors au grand pop que il est porteur d'une bonne nouvelle. En effet, Tenma, le chevalier de Pégase, n'est pas mort et que lui et Yato et Yuzuria sont en ce moment même en train de monter à bien une mission qui pourrait les aider dans la guerre contre les forces d'Hadès. Donc si vous êtes familier avec l'histoire de Senseiya, à vous de deviner quelle est la mission qu'ils sont en train d'effectuer aux enfers. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu. C'était l'histoire d'Alba Fica, plus précisément la partie Los Canvas. Donc ça laisse de belles perspectives pour le personnage en termes de mécanique. On pourrait imaginer par exemple pourquoi pas une espèce de sort de terrain qui puisse laisser un parterre de fleurs. On pourrait avoir une mécanique où peut-être le chevalier fait de plus en plus de dégâts quand il perd son sang puisque la brume de sang apparaît sur le terrain. On pourrait avoir une mécanique liée au poison. On pourrait voir aussi son attaque être les épines pourpres, donc quelque chose peut-être qui diminuerait les stats ou qui ferait un truc empoisonné. En tout cas, voilà, donc Albafica, c'est un personnage quand même au passé intéressant, donc plein d'abnégation, hein. Il a choisi de tout sacrifier pour devenir chevalier, de vivre reclus, etc. Et jusqu'à même sa technique de prédilection, consiste quand même à se vider lui-même de son sang pour attaquer son adversaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un peu à comprendre la hype autour du personnage. C'est aussi le premier chevalier d'or qu'on voit vraiment au combat dans les Los Canvas. Si vous préférez la version animée, les combats rendent vraiment bien, donc je vous encourage à les regarder. Donc je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager, et passez une bonne soirée. Salut!